Au grand désarroi du médecin, je ne suis pas carencée. Mais go vegan, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a tout ce qu'il faut pour manger vegan maintenant, même ici j'y arrive. Donc même franchement, au fin fond de la c'est Charente, absolument possible. Voilà. Partout, même en voyage, même tout ça. Quand des gens disent est-ce que c'est difficile, le premier mois c'était pas de la tarte. Faut checker tous les produits, tout ça. Maintenant je le fais sans même y penser. Puis le premier mois tu te prends la tête de ah oui mais là ça comment je fais, etc. Et puis maintenant j'y pense plus. Ici tu dois apprendre à reconnaître du bon foin, tu dois apprendre à gérer les pannes d'électricité. Les animaux, les blessures. Voilà, et t'es seul face à ça. Ton lapin, il ne peut pas être heureux dans une cage, même si tu en prends soin, même si c'est bien nettoyé, même s'il y a des jouets. Je leur fais faire le parallèle en disant, imagine si toi, tu étais enfermé tout le temps dans ta chambre. T'as pas de copain, t'es tout seul, mais c'est très propre, tes parents, ils te donnent des super jolis jouets, tout ça. Est-ce que tu serais heureuse ou heureux? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en Charente, à l'autre ferme. Bonjour Anne-Lorraine. Bonjour Maxime. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien, on a surmonté plein de choses là depuis quelques jours. Plein d'épreuves. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter juste un tout petit peu pour mettre un petit peu de contexte? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Alors, on a eu la tempête Caetano, quelque chose comme ça. Ouais. Et on devait faire un atelier de cuisine ici avec Aude Richard, The Green Quest, avec 12 personnes, des hôtes, et en plus des travaux qui se finissaient dans la maison. Et la tempête a provoqué une coupure électrique majeure qui a duré 36 heures. Et donc, le ménage des travaux n'a pas pu être fait comme il l'aurait dû. Il n'y avait pas de chauffage dans les chambres d'hôtes. Et c'était impossible de tenir l'atelier sans électricité. Donc, pour les animaux du refuge, il n'y a pas, tout le monde a pu avoir à manger, à boire, les soins, etc. Le principal était sauf. Mais sans savoir si l'électricité allait revenir, il y avait une grosse incertitude sur l'atelier. Donc, j'en ai parlé avec Aude, et Aude a dit essayons de le faire chez moi. Donc, on a improvisé ça. La dernière minute. À la dernière minute, ça s'est décidé vendredi soir pour l'atelier samedi matin. Et presque tous les participants, heureusement, ont pu venir. Il y a 4 personnes qui venaient d'un peu loin qui ont dû renoncer, mais on leur proposera autre chose bien vite. Donc on est quand même retombé sur nos pattes avec quand même. C'était chaud, mais on l'a fait. Quand même fait l'atelier. Et puis. Puis toi qui es resté ici et qui a vécu ça. Exactement. Oui, du coup, on devait quand même tourner une petite interview depuis quelques jours, mais c'est vrai que ça nous a un petit peu compliqué la tâche. C'est ça. Donc, nous y voilà. Nous avons d'électricité maintenant et nous pouvons échanger un petit peu devant les micros et devant les caméras. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment l'autre ferme est née? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi tu t'es dit que tu allais créer un refuge? Alors ça, c'est la petite partie mystérieuse. Mais je me souviens très bien que c'était en mars 2006 et j'étais à Chambéry et c'était 2-3 jours avant la création d'un spectacle dont j'avais monté la production. Parce que tu faisais... Je faisais de la production, j'ai fait très longtemps de la production de théâtre contemporain avec des gens vraiment formidables, que j'adorais faire ça, j'adorais mon métier. Et je me souviens, ce spectacle était vraiment une très importante production. Et tout d'un coup, j'ai une espèce c'est pas un flash, il n'y a rien de mystique ou de quoi que ce soit là-dedans, mais d'envie comme ça. Je me dis, ce serait génial de créer un refuge pour accueillir des animaux de ferme, parce qu'il y a des refuges pour les chats, pour les chiens, faut faire attention à la petite terreur là. Mais il n'y avait pas, à ma connaissance encore, de refuge pour accueillir des animaux de ferme. Or, j'étais déjà très sensibilisée à la condition animale, végétarienne depuis déjà de très très. Je suis devenue végétarienne en 88. On va en parler en juste 1988. Après. 1988. Et mais j'avais ça qui tournait dans ma tête. J'avais une idée très précise de ce que j'avais envie de faire.
Rosalie aussi a des idées très précises sur ce qu'elle veut faire. Rosalie, semer la panique. Blanc se rapproche du matériel. Et j'avais des idées très précises tout de suite de ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment ce qu'est aujourd'hui l'autre ferme. Okay. Le projet n'a pas tellement changé. Et je ne voyais pas du tout comment c'était possible de faire une chose pareille. Mais c'est là que l'autre ferme est née. Et au fil du temps, d'année en année, un jour j'ai atterri au Canada, où j'ai dû habiter pour mon travail pendant 3 ans. Le projet n'a pas... Et là, j'entends parler des Farm Sanctuary aux États-Unis et d'un refuge, le Woodstock Farm Animal Sanctuary, créé par un couple génial, Doug Abel et Jenny Brown, qui m'ont accueilli, tout transmis, qui m'ont formé pendant des années et des années avant que je crée l'autre ferme, que je me sente capable, avec le minimum de compétences pour que les animaux soient en sécurité. Donc, tu as fait une petite immersion dans un sanctuaire au Canada. Aux États-Unis. Ils étaient aux États-Unis, mais c'était pas loin du Canada. Ok. Et donc là, tu t'es dit, ah ouais, ça t'a conforté dans l'idée que tu voulais toi aussi créer un refuge. C'est ça. Ouais. Okay. Et puis leur accueil et apprendre, mesurer ce que ça représente, mesurer ma capacité à le faire, parce qu'à partir du moment où tu recueilles les premiers animaux, tu peux pas faire marche arrière. Enfin, pour moi, pour mon mental, pour la personne que je suis, à partir du moment où je m'y engage, je vais au bout de cette histoire-là. Je ne vais pas les laisser sur le carreau. Donc, je voulais vraiment être certaine d'être capable de le faire, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, de fatigue physique, mentale, etc., mais d'être capable d'endosser cette responsabilité. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans, quand tu as créé l'autre ferme? Comment ça s'est passé exactement? Il a fallu, ça a été des longues recherches pour trouver la ferme que je voulais, c'est-à-dire une bâtisse principale, suffisamment spacieuse pour pouvoir accueillir de temps en temps des hôtes, des gens qui viennent s'immerger un peu, observer, des artistes en résidence, et 10 hectares minimum autour de la maison. Et voilà, et c'est ici que j'ai trouvé le terrain dont j'avais besoin pour que c'est joli, les prairies sont bien. Il n'y a pas beaucoup d'arbres parce que les territoires ont été massacrés par l'agriculture, mais on en replante tous les ans là, des centaines de mètres et ça pousse. La faune sauvage revient, les oiseaux, et ça crée des zones d'ombre pour les animaux que l'autre ferme accueille. Ok. Et donc, du coup, tu as acheté cette ferme avec tous ces hectares. Oui, centaines de mètres. Combien de temps après, tu as reçu Quelques mois. Ton premier animal ou J'ai signé la vente finale 2 jours après le premier confinement. Et je suis arrivée avec mon chat, Titus, et quelques cartons et un matelas gonflable. Et puis, les premiers animaux... Donc ça, c'était le 13 mai 2020. Et les premiers animaux, c'est le troupeau de moutons, sont arrivés le 14 août. D'accord. Suivi des poules le 18 août. Oui, donc ça s'est enchaîné quand même. Oui, ça s'est enchaîné. Il fallait créer les clôtures, il fallait préparer tout ça, acheter le matériel. Tu as eu combien de moutons d'un coup 31. 31 moutons 31. d'un coup. Ouais, les premiers, c'est une saisie qui a été faite par l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'est une saisie pour mauvais traitement. Et ils m'ont proposé, ils ont des fermes comme ça, partenaires, ils m'ont proposé d'accueillir ce petit troupeau, donc que des mâles qui ne sont pas castrés, ce qui pose plein de problèmes, comme tu as pu voir, parce que ils sont très potes, et puis de temps en temps, tu as des grosses bastons. Et c'est terrible parce que ils se fracassent le crâne, ils se cassent les cornes. Donc, il y a régulièrement des soins très importants à leur faire. Et aujourd'hui, avec le recul, je regrette beaucoup qu'on ne les ait pas castrés tout de suite à l'arrivée. Et maintenant, les nouveaux animaux qui rentrent, les autres moutons qui sont arrivés après par d'autres biais, sont
castrer. On s'assure d'abord de leurs conditions physiques, etc. Et on les castre en clinique, par le vétérinaire, avec le maximum de sécurité autour. Et comment tu t'es senti quand les premiers animaux sont arrivés? Est-ce que tu te dis, ça y est, vu que tu m'as dit que tu avais quand même eu cette idée en 2006-2008, 2006, donc c'était quand même 14 ans plus tard. Ouais. Et donc, mais c'est 14 années de cheminement, de préparation. Bien sûr. Et c'est un accomplissement. Et je me suis sentie très heureuse, très sereine. Je me sentais vraiment bien prête. J'avais pas de doute là-dessus. Et après un peu plus de 4 ans de refuge, je n'ai toujours pas de... Je sais que j'ai fait le bon choix. C'est dans mon chemin de vie naturel. Oui, parce que tu as quand même quitté ton travail précédent pour du coup un peu tout plaquer. Après la production, je suis partie comme attachée culturelle, d'abord au Canada, ce qui m'a permis de faire la connaissance des refuges aux États-Unis, de commencer à faire beaucoup de bénévolat pour apprendre à Woodstock et me confronter à d'autres choses, d'autres visions, etc., dans plein d'autres refuges qui m'ont accueilli comme bénévole et ouvert leurs portes et leur temps, donné de leur temps pour discuter. Voilà, j'étais très prête, donc ce n'était que la confirmation que mon intuition et mon désir étaient justes, étaient pertinents. Je n'ai jamais regretté d'avoir quitté les boulots qui étaient, tu vois, c'est plutôt fancy, tu travailles avec des grands artistes, je voyageais dans le monde entier, la vie était belle, facile, même si le boulot était dense et pas toujours marrant, mais c'était quand même génial. C'est des choses que tu as choisies. Tu n'es pas là parce que tu dois être là. Tu es là parce que tu as choisi de faire ça. Et après la production, je suis partie comme attachée culturelle, qui était autre chose et qui était super passionnant aussi. C'est tout ça qui m'a permis de réunir suffisamment d'argent pour acheter une propriété comme celle-ci. Voilà, mais dans mes métiers précédents, j'avais l'impression d'avoir atteint un palier, de ne plus apprendre vraiment, de ne pas être confronté à des choses qui t'obligent à te dépasser, ça me manquait. Tandis qu'ici, tu dois apprendre à reconnaître du bon foin, tu dois apprendre à tout. De tout, tout. À gérer les pannes d'électricité. Voilà, c'est ça. Les animaux, les blessures, apprendre comment ils vivent. Voilà, j'avais déjà pas mal appris ça à Woodstock avec Doug et Jenny. Hein. Mais, quand ça arrive à toi... Mais quand tu es seul face à ça, tu n'as pas Jenny et les soigneurs de Woodstock qui vont te dire est-ce que ton pansement il est bien fait, est-ce que tu as bien désinfecté, est-ce que là, je pense qu'il faut qu'on fasse une place à Nana. Coucou Nana. Nana. Alors, tu veux nous parler de Nana un petit peu? Nana. Alors, Nana, elle n'est pas sous la protection de l'assaut, elle est sous ma protection. Nana, c'est moi qui l'ai adoptée. Parce que l'autre ferme n'accueille... le principe de l'autre ferme, c'est les animaux de ferme. Oui. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'adopter un toutou. Alors là, mais il va falloir que tu te couches quand même, Nana. Il ne faut pas exagérer. Plus, Nana. Il ne faut pas exagérer. Assis, couché, oui. Enlève tes grosses papates. Et donc, Nana, toute ma vie, j'ai rêvé d'adopter un chien, mais parce que j'ai grandi dans une famille où il y avait des chiens toujours, adoptés évidemment. Et puis, je suis allée chercher Nana, qui avait été abandonnée bébé dans le Périgord. Et puis, voilà, c'est un gros toutou qui est mal élevé parce que j'ai été totalement nulle pour lui apprendre des choses, j'étais dépassée par les événements. Mais j'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment un amour. Nana, elle est très, très gentille. Oui. Elle peut aller avec les poules, avec les lapins. Quand il y a une poule ou un lapin malade, ils sont tout petits, donc je leur fais un petit enclos dans le salon. Et franchement, Nana ne leur dit rien. Elle a l'habitude. Ils ne sont pas en danger. Elle a l'habitude. Elle est vraiment elle est très, très gentille, Nana. Elle est un peu relou quand on arrive, comme tu as pu le voir. Elle saute. Fait un pot d'accueil, voilà, c'est ça. Voilà, l'accueil est un peu démesuré, mais il est sincère. Voilà.
Donc, avant qu'on repasse sur le refuge, est-ce que… Nana. Ça suffit, Nana. Est-ce que tu peux me parler du coup, donc tout à l'heure tu as dit que tu étais devenue végétarienne en 1988. Ouais, au siècle dernier. Voilà, c'est ça, au siècle dernier. Qu'est-ce qui a provoqué cette transition-là à l'époque, du coup, parce que… Ça a été un documentaire ou une émission à la télévision. D'accord. Et c'était, je pense, une émission de la Fondation Brigitte Bardot. D'accord. Et c'était en 88, donc il y a très longtemps, ça, il y avait encore des dinosaures, tout ça. J'ai toujours une vision d'horreur d'un camion dont on sortait une pauvre vache. Elle était tractée par une grue ou je sais pas quoi qui l'attrapait par une patte. Et elle était vivante et elle se débattait. Elle était portée comme ça par cette… Et c'était atroce. C'était vraiment, vraiment épouvantable. Et… Enfin, c'est d'une violence indescriptible. Bien sûr, bien sûr. Et là, je me suis dit, OK, plus jamais. Mais j'avais toujours, ça m'avait… même dans l'enfance, ça me gênait de manger des animaux. Ouais, ça n'a jamais été un truc qui t'a… Non. Vraiment, je n'aimais pas ça. Je ne sais pas si j'avais inconsciemment Oui. quelque chose qui me disait que c'était pas normal. C'était pas normal de faire ça. Et comment c'était d'être végétarienne du coup en 1988 ? Tout un poème. Parce que, alors là, on est en 2024. Il devait y avoir qu'un ou deux restos à Paris végé. Et je venais d'avoir ma petite fille. Et mais autant je cuisinais, je faisais des petits plats à ma fille. J'allais chercher des légumes bio, tout ça. Mais pour moi, je ne savais pas quoi manger. Donc, je me suis nourrie de pain au raisin et de pain au chocolat pendant assez longtemps. Après, je finissais les plats de ma fille. Donc, ça me faisait un peu de légumes. Mais je me nourrissais un peu n'importe comment. Ouais, donc, à l'époque, je me souviens d'un médecin qui m'avait dit que j'allais avoir des carences graves, que j'allais mourir jeune, toutes les bêtises. Oui. Mais est-ce que c'était répandu à l'époque ? Enfin, est-ce que… Pas tellement, non. Non. J'étais… T'étais la seule. Très peu. Après, comme j'étais dans le milieu artistique, il y avait des gens un peu plus… il y avait des gens un peu plus ouverts. Je ne me souviens pas d'avoir eu des pressions comme ça dans mon milieu immédiat sur le fait qu'il fallait manger de la viande, j'ai pas subi ça. Oui, donc tu étais dans un milieu plutôt ouvert qui t'ont pas fait ressentir. Qui te laisse faire tes trucs. Parce que, voilà. C'était pas… Il n'y a pas eu de pression là-dessus. Et puis aussi, je pense que je ne suis pas très, très réceptive à ce genre de pression. Quoi. Je m'en fiche, mais… Tu fais ta vie et les autres, on s'en fout. Bon, bah, t'as bien raison. Hein. Ça m'a jamais tellement touchée. Ok. Et du coup, donc, ça a duré, je vais pas faire les calculs, mais t'es passé vegan en… Alors, j'étais à Woodstock. C'est mon premier séjour à Woodstock, donc ça doit être 2012. 2012. Donc, je fais 24 ans, ouais. 24 ans après, ok. Ouais. Donc, 2012, qu'est-ce qui fait l'autre… Alors, 2012, ça faisait déjà un petit paquet d'années que j'avais bien saisi que quand on était végétarien par respect pour les animaux, c'est déjà bien. Je ne veux pas juger les gens qui sont végétariens et que je trouve ça pas juste quand on leur dit ouais mais c'est nul ça, tout le monde passe par là, la plupart des gens passent par là et voilà, mais le Woodstock, mon premier séjour, il y a une petite vache qui venait d'arriver, qui était très très malade, qui était née de laitière et ils avaient réussi à la récupérer parce qu'elle était très malade. Et on m'a demandé à un moment d'aller lui donner à boire. On m'a donné un seau avec du lait. Et elle donnait des coups de tête dans le seau. Et ça m'a bouleversée. Parce qu'elle faisait comme elle aurait fait avec sa mère. Oui. Mais j'étais là comme une imbécile avec mon seau. Et on se relayait aussi pour lui tenir compagnie parce que c'est un bébé. Il a besoin d'être rassuré, Et là, je me suis dit, OK, c'est bon. Parce qu'en gros, il ne me restait plus que le fromage. Mais le fromage, c'est comme atroce. Souvent, oui. Ouais, je t'ai dit, là, même aujourd'hui, enfin, quand j'étais
attaché culturel, il y a des cocktails, des machins, des grands plateaux de fromage, mais j'en pleurais. C'est atroce qu'il faille commettre des atrocités pour faire du fromage. Oui, c'est... Mais parce que c'était vraiment un truc super bon. Mais l'atrocité que ça suppose n'est pas acceptable. Pour quelques instants de plaisir, il n'y a pas de... C'est totalement inacceptable de mon point de vue. Donc pas de fromage. Mais merci. Quelques marques adorées commencent à faire des trucs vraiment bons fromages super réconfortants. On commence à s'en rapprocher, pas trop mal. C'est vraiment cool. Et du coup, donc ça s'est fait. Enfin voilà, tu as fait ce séjour à Woodstock, et après dans la foulée, tu es devenu végane. Et tout de suite. Bah, pendant que tu étais à Woodstock, de toute façon, tu es que végane. Ça, j'avais aucune difficulté à respecter ces choses-là. C'était même chouette parce que ça m'encourageait à découvrir des nouvelles choses. Tu voyais un peu comment ça se passait quand on mangeait vegan, etc. J'étais déjà j'étais presque végane, c'est-à-dire qu'il y avait le fromage, mais le lait, les yaourts, tout ça, zéro, le beurre, zéro problème. C'était vraiment mon problème, c'était le fromage. Et ensuite, quand j'habitais à Montréal à ce moment-là, j'avais pas un cercle social très grand au Canada, et du coup, j'avais du temps pour cuisiner. Cool. Et donc, je passais tous mes week-ends le matin. Je prenais mon petit-déj en regardant sur Internet des recettes de cuisine végane. Et puis après, j'allais faire mes courses et je testais plein de recettes pendant tout le week-end. Et je gardais les recettes qui me plaisaient. Hop, je les recopiais. Et puis, et comme ça, j'ai appris à cuisiner. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, je suis restée à Paris à nouveau pendant 2 ans et j'avais pas mal de temps parce que je faisais des productions indépendantes, donc je gérais mon temps comme je le voulais. Donc j'ai beaucoup cuisiné et j'ai beaucoup invité mes amis à dîner parce que j'étais heureuse de les retrouver, d'être rentrée à Paris, etc. Et je testais sur eux des recettes, des nouvelles choses. Et donc, ils ont mangé plein de trucs vraiment atroces. Et oui, quand même. Okay. Je leur suis très reconnaissante de m'aimer toujours. Et aussi plein de trucs super bons. Ah oui, j'imagine quand même. Parce que quand tu testes, il y a des trucs, c'est super raté, ou c'est pas raté peut-être, mais tu n'aimes pas ça. Mais c'est la bonne façon de faire, d'apprendre à cuisiner, de tester des plats. Et puis d'inviter les potes. Oui, bien sûr. Et puis comme moi, j'avais plus de temps qu'eux, parce qu'eux, ils étaient encore dans des... Enfin, tu vois, tout le monde travaille, etc. Moi, j'avais plus de temps. Donc, c'est moi qui faisais des dînettes à la maison. Et puis, on testait, on goûtait des choses, etc. Mais ce qui a été le plus remarquable dans ça, je crois, quand j'entends plein de gens me parler de leur cheminement pour devenir végane et des difficultés dans lesquelles certaines personnes se retrouvent vis-à-vis de leur entourage. Moi, j'ai pas vécu ça. C'est une chance énorme. C'est que c'est ces 2 ans formidables où j'ai pu prendre le temps de cuisiner pour mes amis. Tu fais attention, Nana. Où j'ai pu prendre le temps de cuisiner pour mes amis et de les inviter à manger, et que même les fois où il y avait des trucs pas bons, juste c'était pas bon, on mangeait un autre truc et c'était pas grave, mais que tous et toutes se sont mis à cuisiner eux aussi des trucs véganes, parce qu'ils goûtaient des choses en disant mais c'est super bon ça, ou tu vois, il y a plein, je me souviens en particulier des choses cuisinées avec des algues, où c'était pas encore si courant que ça en 2012-13. Je suis rentrée du Canada en 2013. C'était pas encore si courant que ça. Et de gens qui ont tripé sur des tartares d'algues, des trucs comme ça, c'est tellement bon et tout ça. Et ils ont commencé à s'acheter des bouquins de cuisine, à me rappeler en disant tu peux me donner la recette de tel truc, etc. Donc pour tout mon cercle d'amis, c'est devenu assez usuel de se mettre à cuisiner des choses véganes. Et ils se sont beaucoup plus amusés à le faire, et moi également, que le passage à végétarien. Alors déjà, ça leur avait jamais posé problème avant de me faire à manger végétarien. Mais du coup, personne n'était végétarien dans l'entourage? Assez peu. Assez peu, ouais. Assez peu. Ma sœur et mon beau-frère sont végétariens. Mon beau-frère est le premier de la famille à être devenu végétarien. Donc avant 1988.
Mais non, j'avais pas spécialement de Oui, végétarien dans donc mon tu as réussi cercle un peu d'amis. à... Mais ça a fait une espèce de... Et puis mes amis, c'est des gens géniaux. Enfin, tu Tu vois, les as bien choisis. Ouais, ouais. si on s'aime, c'est que Mm. on a plein d'atomes crochus et la tolérance n'est pas le plus petit de ces. Ouais. Donc, tu ne fais pas de réflexion sur la. Enfin, Mhm. tu ne juges pas les autres. Donc tu as réussi à bien... Enfin voilà, tu as eu une influence positive, on va dire, sur ton cercle d'amis. Oui, c'est Ça, un effet Voilà, d'entraînement ouais, ouais. plus qu'une influence, je pense, mais ça leur a permis Bah, de de découvrir, s'interroger sur voilà, c'est ça. Et d'autres choses, de découvrir, et de se dire, oh, mais ça c'est super. Et maintenant, pas mal d'entre eux sont oui, c'est ce que devenus végétariens ou véganes. j'allais te demander, ouais. Ouais, un nombre assez important. Et donc c'est quand même, tu vois, au fil du temps, pour moi je trouve Ouais, que c'est quand même ouais. un bel impact. Oui, oui. Et puis il y a l'impact aussi de la globalité. Maintenant à Paris, tu as beaucoup de restos Ah oui, végé bien sûr, vegan. Tu as beaucoup de restos conventionnels aussi qui qui essaye. apprennent à Mm. s'adapter parce que sinon bah, ils perdent de la clientèle. Euh, donc ça devient plus. Et puis tu as grâce à des organisations comme L214, on doit beaucoup à Bien sûr. L214 Mm, mm. euh, de, de forcer les gens à ouvrir les yeux sur la réalité. Et je pense que là, beaucoup de gens qui consomment des produits qui viennent des animaux, qui viennent de l'exploitation des animaux, beaucoup d'entre eux ne sont pas du tout d'accord avec le fait que ce soit fait dans la violence. Mhm. L214 leur permet de réaliser que cette violence, elle est inhérente au système et elle est obligatoire. Il n'y a pas de façon éthique de De- se procurer ni de la viande, ni des œufs, ni du fromage, ni... du lait. C'est Mm. juste impossible. Et il n'y a pas de façon euh, Éthique. éthique de conduire un animal à l'abattoir. Voilà. Souvent on entend un peu le truc de oui, tu vois, j'ai bien élevé mes animaux, etc., etc. Mais la finalité est la Ouais, même. Malheureusement, c'est ça. c'est Et c'est quelqu'un qui ne veut pas aller à l'abattoir. exactement. Donc même s'il a eu une bonne vie, c'est déjà ça. Oui, C'est c'est mieux que le oui, rien, voilà. Mm. mais euh, sauf que tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un qui ne veut pas Qui veut pas que, bien sûr. le voilà. Mm. C'est comme ça. Et est-ce que du coup, durant tout ton parcours, donc de végétarienne à végane, etc., est-ce que tu as eu des obstacles un petit peu? Est-ce que tu te souviens d'avoir eu des difficultés pour, je sais pas, Dans les difficultés, il y a eu des difficultés techniques quand tu es en tournée à l'étranger ouais, et que je me souviens d'avoir eu très faim en Pologne. Et là, j'étais que végétarienne, j'étais même pas végane. Mais j'ai vraiment eu super faim. Et j'ai fini par atterrir chez McDonald's avec 3 poches de de frites. frites? Voilà. Quelquefois en tournée, ça a été très difficile. J'ai mangé énormément de chips dans des aéroports. Mhm. Beaucoup. Ce qui fait que j'avais une vraie addiction aux chips. Mais vraiment. Et Chips, puis, frites, ouais. quelquefois, pendant les quelques années où j'étais attachée culturelle, donc comme c'est un métier de la diplomatie, et la diplomatie française, elle n'est pas ouverte ni au végétarisme, et encore moins au véganisme. Donc, j'ai eu des chefs de poste, consul général ou ambassadeur, super, enfin, vraiment des gens formidables avec lesquels ça a été génial de travailler et qui étaient tout à fait respectueux de ce choix, Ouais. enfin de cette éthique, etc. Et puis d'autres qui ont été épouvantables avec ça. J'ai même été convoquée Ah par oui. une ambassadrice alors que j'avais rien dit, rien fait, qui m'a mise en demeure de ne pas faire de prosélytisme parce qu'il y avait suffisamment de problèmes comme ça. Et là, j'étais un peu hallucinante, je n'avais rien dit, rien fait. Donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois que c'était moi qui organisais un cocktail, il était vegan. Voilà, parce que ça m'a tellement, mais je trouvais ça inacceptable. Et il y a eu des soirs, des dîners, où je restais les bras croisés devant mon assiette parce que
on avait refusé de me faire. C'était vraiment du refus. C'était du refus. Du refus. Ouais, d'accord. c'était du refus. Donc vraiment. C'est arrivé peu, tu vois. Oui, mais parce bon, que les 2 principaux chefs de poste que j'ai eus étaient vraiment des gens exceptionnels, auprès desquels j'ai beaucoup appris dans mon métier précédent et qui ont été très. Il y a l'un des 2 qui s'est aperçu que quand il y avait un cocktail, je mangeais rien parce qu'il n'y avait rien pour moi. Et qui a fait remonter le truc, qui n'était pas très content qu'on dise. Ça fait quelques années que Madame Vigreault est là et elle n'a rien à manger. Personne n'a jamais songé à faire. Donc voilà, mais oui, c'est dérisoire. Ouais. C'est pas. Franchement, c'est pas. Mais je conçois que je pense que pour plein de gens, c'est quand tu es en cantine d'entreprise ou je sais pas, je crois que ça évolue un peu. Mais c'est d'une lenteur en France. Tout doucement. Enfin, vraiment. C'est que ce pays, il a plein de côtés extraordinaires, absolument géniaux et tout. Et puis plein d'autres trucs où c'est désarmant de bêtises. Tout ce truc, en ce moment, c'est nos traditions, c'est nos machins. Mais ça va pas, non? L'évolution, vous avez entendu parler ou on est des chasseurs-cueilleurs. Mais t'es plus chasseur-cueilleur à la caisse ou dans les rayons? C'est débile, c'est vraiment débile. Quoi. Ah oui, il y a beaucoup de mentalités à faire évoluer et ça, c'est assez compliqué. Surtout voilà, en France, comparé peut-être à des pays comme l'Allemagne ou peut-être, je sais pas, à l'époque. Ouais. Oui, l'Allemagne, c'est le paradis. Oh, coucou toi. Donc ça, c'est Rosalie. Il manque plus que Titus. Voilà. On va aller chercher les veaux. Tout le monde se met sur. Tout le monde veut être sur la vidéo, c'est ça? Ouais. Hein? Donc, Nana et Rosalie sont là, voilà. Reprenons. Donc, du coup, au niveau du refuge, quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer pour gérer le refuge? Clairement, on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Si, il y a plein de gens qui nous soutiennent énormément. Mais on est encore beaucoup trop petit par rapport à ce qu'on déploie. Et que, ayant géré des énormes projets pendant des décennies avant, moi, je me refuse complètement à faire des choses que je trouve relever de l'inconscience, de prendre beaucoup plus d'animaux que ceux qu'on peut accueillir en toute sécurité, et pour eux et pour nous. Oui. Nous étant Camille, la jeune femme qui était en service civique et que l'association a pu embaucher. On a eu un contrat aidé, ensuite on a eu un contrat de quelqu'un qui nous a vraiment donné des moyens pour sécuriser le poste de Camille pendant un bon moment. Donc on est 2 en permanence, donc il y a 2, plus des jeunes gens en service civique, et j'ai la chance de trouver vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont extrêmement sérieux, extrêmement fiables, qui viennent pour expérimenter, apprendre et aider, parce qu'il y a aussi tout le volet pédagogique, participatif, sensibilisation du public à la protection animale, à la protection de la nature dans sa globalité. On a 248, je crois, personnes qui nous soutiennent, entre des adhérents et les parrains et marraines pour les animaux, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Et pour ça, ce qui nous manque, c'est une capacité à mieux communiquer, mieux nous faire connaître. Voilà. Mais moi, je me refuse à faire une communication alarmiste, jamais. À l'autre ferme, je ne ferai une communication disant que si on ne nous donne pas de l'argent, les animaux n'auront pas à manger, parce que ça n'arrivera pas, parce que je fais ce qu'il faut pour que les animaux qui rentrent ici à l'autre ferme soient en totale sécurité. Je me vendrai un rein s'il le faut. Mais on a besoin d'avoir des soutiens, parce que le nombre d'adhérents modifie la façon dont on te regarde aussi auprès des autorités
locales, par exemple, locales et nationales. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui s'engagent auprès des associations de protection animale, de protection de la nature, et plus les gens qui nous gouvernent, notre personnel politique, est obligé, enfin j'espère, d'en prendre un peu compte. C'est que là, on ne sait plus, on sait de moins en moins. Il y a une déconnexion qui est très visible. Mais je me refuse à faire ça. Et j'ai suffisamment l'expérience de gestion, etc. Et ce que j'essaye de faire comprendre aux gens quand je communique, c'est qu'en soutenant l'autre ferme, on soutient quelque chose qui est solide, qui va durer. Ce que je t'ai montré quand on fait les visites guidées, les arbres qui poussent, etc. Tous ces arbres seront grands, je ne serai plus là. Mais l'autre ferme ne va pas s'arrêter avec moi. Tout est conçu pour que, je veux dire, dans les statuts de l'association, etc., dans toute la structure administrative, tout est conçu pour que l'autre ferme, moi, le jour où je ne suis plus capable de m'en occuper, elle est transmise à des gens qui vont continuer de s'en occuper. C'est mon rêve de le réaliser, mais la nature n'est pas à moi. Les animaux ne sont pas à moi. Ils ne sont pas à l'association. L'association est là en soutien pour eux. Et donc voilà, ce qui nous manque maintenant, c'est que plus de gens nous soutiennent, adhèrent à l'association, parrainent les animaux. C'est ça la priorité de 2025. Ça va être de faire grandir cette communauté autour de l'autre ferme. Parce que vous, après, derrière, vu que vous avez plus de soutien, vous pouvez construire des nouveaux... On peut accueillir plus d'animaux, voilà. Et on a la place, là. On peut accueillir beaucoup plus de monde. Tu m'as fait des visites et il y a certaines prairies où il n'y a pas d'animaux pour l'instant, ou certains champs qui sont en attente. Donc il y a quand même la capacité, il ne manque plus que le soutien. Mais on le fait étape par étape parce que là, tu vois, le mouton auquel il faut faire des soins, j'ai le temps de lui faire, s'il faut que je lui fasse Lupo, le petit lapin qui doit avoir 14 gouttes par jour dans les yeux et toutes déconnectées les unes des autres, je peux aller le faire et prendre le temps d'attraper doucement Lupo, c'est pas speed, je limite le stress à ce pauvre petit pimpin. Voilà, il faut le ramener plusieurs fois chez le vétérinaire, et on peut faire tout ça et sans mettre les humains non plus en danger, parce qu'il ne s'agit pas de craquer non plus. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu en as 10 fois plus, il y a des jours où c'est un cauchemar, parce que tu vas avoir plein de malades en même temps, que tu vas avoir un poteau qui tombe, que tu vas avoir un truc et que tu vas finir à la lampe torche à minuit et que tu auras mangé un paquet de chips, parce que la chips, c'est mon ami. Mais ça arrive rarement. La principale difficulté, c'est comment expliquer aux gens qu'on a besoin de leur soutien, et sans faire pleurer dans les chaumières. Voilà. Et une fois, quelqu'un qui était très intéressé, qui mécène un peu des assos, m'a dit un truc qui m'a déprimée. Il m'a dit, écoutez, c'est magnifique votre projet, mais je ne vais pas vous soutenir parce que vous en parlez très bien, vous êtes compétente et débrouillarde, vous allez trouver. Ah, en mode, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais justement, en fait, oui, mais si les gens qui peuvent aider ne m'aident pas parce que je sais aller les trouver et que j'ai un beau projet, je fais comment ? Oui. Voilà, donc là, ça c'est très compliqué, mais voilà, ça vient peu à peu. Cette année, il y a eu beaucoup de choses, en 2024, beaucoup de choses. Il y a deux jeunes femmes merveilleuses, Clémence et Juliette, qui nous ont refait le site internet. Il y a un couple extraordinaire qui est venu, qui a visité, qui a adoré, qui a bien compris le projet et qui nous ont apporté un soutien conséquent pour qu'on puisse sécuriser le poste de Camille. Donc il y a eu plein de bonnes faits. Puis on a fait ce financement participatif pour pouvoir acheter un tracteur, parce que le tracteur va décupler notre force de travail, parce que là, depuis 4 ans, on fait tout à la brouette. À la brouette. Et donc le tracteur va décupler notre force de travail, donc on va pouvoir accueillir plus d'animaux, tout en restant dans des conditions de travail qui soient sécurisantes, qui soient... Camille,
pense pas me tromper ni la trahir. Camille, elle vient travailler ici, elle est heureuse. Oui. Les jeunes gens, tu en as rencontré certains au service civique, ils sont contents d'être là, ils apprennent, ils apportent beaucoup au refuge. Je veux que cet endroit soit bienveillant, sans mièvrerie, mais je veux que ce soit un endroit qui soit chaleureux et bienveillant pour tout le monde et qu'il n'y a pas de dimension sacrificielle là-dedans. Parce que ça, le truc sacrificiel, c'est un des trucs qui me saoule puissamment, quel que soit que ce soit la cause animale ou dans d'autres trucs, c'est pas, ça me parle pas. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu peux nous partager un moment marquant depuis la création du refuge? Quelque chose qui t'a... Il y en a plein qui me viennent en tête, mais celui peut-être qu'on peut le mieux décrire, ça va être l'arrivée des veaux. Oui. Les veaux sont arrivés alors que ça n'était pas du tout prévu et que j'avais dit non, parce qu'on n'était pas équipés. J'étais seule. Les 2 premières années, j'étais seule. Et j'avais de temps en temps une amie qui est vétérinaire, qui habite loin, qui venait de 3-4 jours me soulager, elle venait avec son compagnon, il m'aidait pour les travaux, etc. Et puis moi, je pouvais partir 2 jours, m'aérer la tête, voir ma famille. Mais tous les jours au quotidien, j'étais seule. Et on m'avait contacté pour les veaux, j'avais dit je suis pas du tout encore prête à accueillir en toute sécurité des veaux, surtout que des veaux, c'est fragile, un veau. Et que ceux que tu réussis à récupérer, généralement, c'est parce qu'ils sont malades. Donc, ils sont d'autant plus fragiles. Oui, parce que du coup, ils sont un peu sortis du système. Ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas rentables. Et que quand ils ne sont pas rentables, on les bute. Voilà. Et donc, j'avais dit non. Et un jour, une personne m'appelle en me disant voilà, les veaux, c'est bon, j'ai un transport, ils vont arriver aujourd'hui. Moi, je vous ai dit non. Je vous ai même envoyé des photos des abris et du refuge en vous disant pour vous montrer pourquoi ce n'était pas possible, et vous m'aviez confirmé qu'effectivement ce n'était pas possible. Et la personne me met une pression de malade, et ce jour-là, j'allais récupérer une lapine qui avait été opérée, elle était à 1h30 d'ici, donc 3 heures aller-retour. Je récupérais des coques au passage, et donc c'était pas possible. Et la nana me met une pression de malade, pleure, et en gros me met suffisamment la pression pour me dire que si les veaux allaient mourir, c'est de ma faute. Et je finis par dire amenez-les 2. Je ne sais pas comment je vais faire, mais là il faut que je vous laisse. Je dois aller chez le vétérinaire chercher une lapine. J'appelle des adhérents volontaires de l'autre ferme qui habitent Angoulême, en leur demandant s'ils peuvent quitter leur travail immédiatement pour venir, parce qu'il fallait construire un truc pour des veaux qui soient au chaud, pas de courant d'air, etc. Je récupère les lapins, etc. Et vers 19h, j'ai un appel d'un transporteur qui me dit c'est pour les 3 veaux. Et je dis non, moi il doit y avoir 2, il doit y avoir un qui n'est pas pour le refuge. Il dit non, il y en a 3. Donc non seulement j'avais dit non, il devait y en avoir 2, et finalement il y en avait 3. Ça coûte une fortune. Les soins, le lait. J'ai que 2 bras, bizarrement, pour les biberons. L'enfer. Donc là, j'ai rappelé la personne. J'étais vraiment dans une colère noire. La personne qui me dit je vais faire une collecte et tout ça, collecte qui a été faite dont je n'ai jamais vu la couleur. Et finalement, on a survécu. Ils sont arrivés à minuit. Le transporteur, le gars qui conduisait le camion, totalement improbable, il avait un t-shirt, un sweatshirt Sea Shepherd. Transport d'animaux vivants. Et il me dit bah ouais, mais j'avais besoin de boulot.
Ah oui. Et ouais. Ah ouais. Oui, parce que c'est pas souvent une vocation quand même. Hein. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est que, Et oui, donc on a descendu, donc Pauline, Julien, qui étaient restés là toute la soirée avec moi à attendre les veaux. Ils sont arrivés de nuit dans un camion, mais immense. Et on entre, t'as les portes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Et on arrive tout au bout et on voit ces 3 petits, maigres, décharnés, couverts de teigne, de diarrhée, qui avaient le nez plein de sécrétions, qui avaient qui avaient des bronchites infectieuses et tout ça. Donc on les descend du camion. Il y en a un qu'on a dû à moitié porter, qui n'arrivait pas à s'avancer. On les installe dans le petit nid qu'on leur avait fait. Et puis Pauline et moi, on s'est assises dans la paille avec eux pour le temps qu'ils se calment, qu'ils se couchent. que la Puis je pression me demandais, est-ce redescende que un je peu. fais venir le vétérinaire en pleine nuit ou pas. Et puis bon, tous les 3 ont bu un peu d'eau et mâchouillé un peu de foin. Donc vers 1h30 du matin, on les a laissés. Avec Pauline, en fait, on était couchés dans la paille à la hauteur des veaux pour vérifier qu'il n'y avait pas de courant d'air à leur niveau. Oui, ouais. Et puis le lendemain, à 8h, j'ai appelé le vétérinaire en lui demandant de venir là tout de suite, maintenant, dans 2 minutes. Et puis, quand il est arrivé, il me dit « Ah, mais c'est des blancs-bleus belges. Hein. » Donc, cette race créée en laboratoire pour le profit de l'agro-industrie à partir de gènes malades. Et tout ça, tu le vois sur leur site à eux, Blanc-Bleu Belge, qui font la promotion de cette race, tout ça. Pour faire plus de pognon, parce qu'un Blanc-Bleu Belge, il est beaucoup plus lourd, donc il vaut beaucoup plus d'argent qu'un autre. Et donc on insémine la vache Primolstein, qui sont des pauvres vaches, trafiquent elles aussi pour faire beaucoup, beaucoup de lait, avec du Blanc-Bleu Belge. Comme ça, le veau, qui est le sous-produit de la vache laitière, puisqu'on est d'accord, j'imagine que les gens qui écoutent tes émissions sont au courant que pour avoir du lait, il faut qu'on ait un enfant. C'est des mammifères, ça marche comme pour nous. Pas de bébé, pas de lait. Voilà. Et ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Comme par magie. Donc, insémination artificielle. Voilà. On prend le petit, ils n'ont même pas eu le colostrum, ils sont nés par césarienne, parce que le blanc-bleu belge est trop gros pour naître naturellement, donc 70% d'entre eux naissent par césarienne. Et 70%, c'est parce que ça a progressé. Hein. Ouais. Mais, et donc, ils sont retirés immédiatement, engraissement et abattage entre 6 et 8 mois, vendus comme veau de boucherie. Donc il y a beaucoup plus de parties, la viande est tendre, paraît-il, etc. Enfin, c'est de la barbarie. C'est vraiment de la barbarie. Et donc moi, les petits, là, blanc-bleu belge, donc génétiquement pourris, comment je fais pour faire grandir ces petits-là sans pousser la génétique malade et sans créer de carence. Voilà. Donc ça a été tout le défi avec notre équipe de vétérinaires. Le maire du village, il est éleveur. Je l'ai aussi. C'est des éleveurs traditionnels. Oui. Tu vois, ils n'ont pas des animaux trafiqués, etc. Et ils ont des connaissances. Bien sûr. Donc, je les ai aussi appelés pour leur demander, vous feriez quoi parce que donc ils étaient, tu vois, des blancs-bleus belges. Il n'y a pas ça à Paris. Si on est en Charente-Limousine, il n'y a pas des blancs-bleus belges dans le coin. Et que même si on est en total désaccord sur la finalité, etc., mais avec le maire de ma commune, il y a un autre éleveur dans le secteur avec lesquels on a des rapports courtois, on discute ensemble, vraiment. Il n'y a pas de... l'agression ne m'intéresse pas. Oui, bien sûr. Si on vient me chercher, on me trouve. Il n'y a pas de problème. Je n'ai absolument pas peur. Mais le modèle agressif ne m'intéresse pas. Ils ont un savoir-faire. Et ils ont un savoir-faire. Je dis, il les connaît. Quand Europe, une vache
Maintenant, moi je les appelle toujours les veaux, mais ils font à peu près 1 tonne chacun. Ils ont 3 ans et demi, enfin non, un peu plus de 3 ans. Le vétérinaire un jour me regarde un peu, se demandant s'il allait oser me dire, il me dit, vous savez que ce sont plus des veaux quand même. Hein. Et, je dis, les veaux. Ils tournent la tête tous les deux. Ah, c'est des veaux ou pas des veaux? Et pour moi, ce sera toujours des veaux. Oui, voilà, c'est mes veaux. Et je les ai biberonnés 6 mois pour qu'il n'ait pas de carence et qu'on ne pousse pas la génétique malade. Oui. Donc, ça a été 6 mois des bibes de 4,5 litres. Ça fait les bras. Fallait faire un refil au milieu du... Parce que les bibes, ils font 2,5 litres. Oh là là, et parce que sinon, je peux mettre des gros seaux, mais tu sais pas qui a bu quoi. Est-ce qu'ils ont... Donc, voilà. Et Asie, le petit mâle, il était plus chétif, il se défendait pas. Les 2 autres buvaient à toute vitesse et poussaient Asie. Donc, si j'avais mis un seau, je savais pas qu'est-ce que mangeait Asie, est-ce qu'il avait eu sa dose, etc. Et... Voilà, donc ça c'est un des grands trucs. Et le fait qu'ils soient donc, tous les 3, ça va bien, ça va. 4 ans après, ils sont fragiles, mais ils sont fragiles à cause de leur génétique pourrave. Mais ils vont bien. Oui, voilà. Ils sont beaux, ils sont pas difformes. Alors que le blanc, le belge est difforme. Ils sont pas difformes. Donc là, je pense que je peux... voilà, il nous manquait Titus dans la collecte. Titus. Viens mon chat. Le deuxième chat vient nous voir. Et donc voilà, ils sont pas obèses, ils sont très mobiles, ils ont une prairie très grande, ils jouent beaucoup, ils sautent, ils sont en forme. Oui, ils sont très imposants. Ils sont très imposants. Ils sont super imposants. Donc, il faut faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle le 3e est parti dans un autre refuge parce qu'il commençait à être extrêmement dominant avec moi, qui m'a coincé à plusieurs reprises contre la barrière et que la dernière fois, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me dégager. J'arrivais même pas à prendre mon téléphone dans ma poche pour appeler quelqu'un, pour faire diversion, pour pouvoir me dégager. Et là, j'ai vraiment pris peur et je me suis dit, il faut qu'il aille dans un grand troupeau. Donc, il est parti. J'en ai parlé à l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, donc qui m'a confié les moutons. Il a intégré leur troupeau du bonheur et donc il est en sécurité pour toute sa vie. Et j'ai des nouvelles de lui très régulièrement, des photos et c'est devenu un très beau grand garçon. Il a une amoureuse qui s'appelle Gribouille et puis il a une vraie super chouette vie en troupeau. Il a les soins dont il a besoin. Il a plein de copains. Il a une vie sociale plus intéressante que celle de mes 2 petits là, parce que il y a plus de sont monde, que 2. Ils sont que tous les 2 ici. Donc voilà. Mais là maintenant qu'on va avoir le tracteur, on a eu un soutien de Lush. Voilà, on a des petits coups de pouce comme ça. La Fondation Bardowell 214. Et on va pouvoir aménager une contention permanente pour qu'on puisse faire des soins quand il y a besoin de soins et que ce ne soit pas un cauchemar. Et créer un espace plus grand d'étable. Et comme ça, on va pouvoir enfin accueillir plus de bovins. Voilà. Donc parce qu'il y a plein de bovins qui se cherchent une baraque chouette, safe. Et que là, et puis qu'en plus, pour Europe et Asie, ils ne sont pas malheureux. Enfin, ils sont très, très joueurs, etc. Mais ils ont une vie sociale pauvre et ça me pèse beaucoup de ne pas leur permettre Généralement, ça. oui, ils vivent plutôt en... L'organisation sociale des bovins, elle est assez proche de la nôtre. Il y a des copains, des copines, des cousins, des cousines, des tatas. Et tu les vois dans les champs ici. Il y a les vaches, les pauvres vaches d'élevage, mais il y a quelques éleveurs qui travaillent. Enfin, leurs vaches sont en prairie toute l'année, etc. Et quand il y a les petits, ce truc de crèche, tu le vois très très bien, c'est-à-dire qu'elles se gardent les enfants les unes des autres. D'accord. Et donc, tu as les petits à l'ombre sous un arbre, par exemple, en été, et puis tu as 1 ou 2 vaches qui gardent les petits et les autres qui se baladent et elles se relaient. D'accord. C'est une garderie. C'est une garderie. Voilà. On n'est pas les seuls à inventer des systèmes comme ça pour se venir en aide entre parents et tout.
Et donc, eux, ils n'ont pas cette dimension comme ça de vie sociale importante. Oui, je sais que tu en as, mais tellement marre. Et Nana, la communication, elle trouve ça nul. Oui, elle veut pas c'est du nul. tout. Elle regarde pas Elle n'a pas YouTube. Podcasts. Elle a pas YouTube. Tu regardes pas les podcasts. Viens là, Truffe Power. Ah. Il y a des trucs qui bougent dehors, Oui. des herbes. Tu veux pas aller voir dehors? Non. Ah. Et mais oui, donc, voilà. donc à terme, oui, donc accueillir plus de bovins pour tenir compagnie à... Ben voilà, d'abord parce qu'il y a plein de bovins qui ont besoin d'aide. Il y a la place pour le faire. On a les compétences maintenant. On a traversé les prophylaxies. Une fois par an, il faut faire la prise de sang. Là, on les vaccine contre la FCO et compagnie. Ouais. Et puis, eux, avec leur génétique pourrie, je peux te dire que tout ce qui existe sur le marché, les vaccins, tout ça, on fait. Ouais. Parce qu'on ne prend pas de risques. Oui. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée de proposer, tu vois, des choses annexes, donc des ateliers, des résidences d'écriture, la table d'hôte, voilà. Alors tout ça existait dès l'origine et c'est pour faire de la pédagogie douce. C'est-à-dire que plutôt que d'asséner aux gens il faut être vegan ou il faut être végé, ceci, cela, c'est de donner envie. Donc comment mieux donner envie qu'en invitant les gens à ta table, en leur faisant goûter des choses. Comme ce que tu as pu faire avec du coup ton cercle d'amis quand tu étais. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Sensibilisé par le goût. Tu fais goûter des choses, sauf que maintenant je fais moins d'expérience. J'en fais toujours, mais avec mes potes. Quand les amis viennent, je dis tiens, je teste une nouvelle recette et tout ça, et je vois qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est non, c'est un peu quelconque, etc. Donc, la table d'hôte, c'était pour ça, avec les chambres d'hôtes, pour permettre aux gens pendant le temps d'un week-end, de 2-3 jours, de vivre une expérience. De voir. On ne demande pas aux gens ni d'aider, ni de faire quoi que ce soit, mais par capillarité. Ça, ils voient, tu as les poules qui passent dans le jardin, voilà, tu observes les moutons, tu observes leur vie en commun, etc. Et plus profondément que juste le temps d'une visite guidée. Parce qu'on fait aussi des visites guidées en été, on fait des visites guidées virtuelles pour des écoles avec L214 Éducation. Et ça, j'adore faire ça. Il y a plein d'enseignants qui sont vraiment top et les questions des enfants sont chouettes. Et puis... Donc les chambres d'hôtes, c'est ça. Et les résidences d'artistes, j'ai travaillé très très longtemps avec des artistes, et notamment avec des autrices et des auteurs, et que les autrices et les auteurs de fiction ou de théâtre ou de documentaire, etc., pensent, réfléchissent, poétisent notre monde, et que pour que cette pensée, cette éthique, ce courant vegan, ce courant éthique puisse se répandre, se diffuser. Moi, prêcher des convaincus, je m'en fiche. C'est bien, c'est cool quand on se retrouve entre nous, entre véganes. Voilà. C'est cool, peut-être personne s'inquiète de nos carences. C'est génial, ça fait vraiment du bien. Mais tu veux sensibiliser aussi. Mais ce qui, moi, me touche, c'est d'aller donner envie à d'autres gens de dire c'est pas si compliqué, c'est pas si terrible, et il y a plein de trucs super chouettes à découvrir en termes de goût, de tout ça. Et donc je voyais pas un lieu sans présence artistique, et donc de permettre à des gens qui très souvent, les créatrices et les créateurs sont souvent des gens qui sont citadins ou citadines, donc de leur permettre de venir passer du temps à la campagne, d'observer cette vie de la campagne, d'observer le refuge sur un long temps. Je ne demande pas aux artistes de travailler sur un sujet qui soit cohérent avec ce que fait l'autre. Ça peut être complètement autre chose, c'est complètement ouvert. Je ne leur demande pas non plus de travailler sur l'autre femme, ils sont là pour faire leur travail. Je leur demande une chose, c'est de respecter l'éthique végane de ce lieu.
s'ils veulent aller manger autre chose ailleurs, ça ne me regarde pas. Oui, oui. Voilà, je m'interdis totalement. Si on venait me provoquer à me dire un bon steak, là, non. Ouais. Mais ça ne me regarde pas. Et ça s'est toujours très très bien. Il y a eu 8-9 résidences d'artistes jusqu'à maintenant. Ça s'est toujours super bien passé. C'est des très très belles rencontres. Et voilà, ça touche, ça diffuse, Oui, ça va faire parler d'un endroit comme celui-ci dans d'autres cercles. Du coup, oui, donc tu proposes des expériences un peu immersives, du coup, à travers différentes, sous différentes formes. Et du coup, comment est-ce que tu expliques, parce que du coup, tu fais des visites quand il y a des gens qui viennent ici, dormir ou manger, etc. Tu fais une visite du refuge. Et comment est-ce que tu expliques à ces gens-là l'impact, tu vois, de l'élevage vu que toi, tu recueilles des animaux issus, en grande majorité, des élevages. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer comme message, de faire Alors, moi, je m'occupe surtout de l'éthique. Oui. Je ne me sens pas les compétences pour... Je ne retiens pas les chiffres par rapport à la pollution, par rapport à combien... Et puis, tu as plein de gens qui font ça hyper, hyper bien. Oui, bien sûr. Qui sont extrêmement sérieux, extrêmement compétents. Donc, moi, j'encourage surtout les gens à observer les animaux et à leur parler des individus qui sont là. Par exemple, Baba, ce grand mouton, qui a une personnalité forte, qui a en plus beaucoup changé depuis qu'il est ici, parce qu'il était assez agressif au départ, et au fil du temps, il y a un lien fort qui s'est créé entre nous. Il y a pour la faire courte, en plus un jour je lui ai sauvé la vie parce qu'il s'était accroché dans du grillage et je l'ai trouvé à temps. Je le démêle de son grillage et depuis il ne m'a plus jamais agressé. Il ne m'a plus jamais, alors que j'avais les jambes couvertes de bleu parce que je me prenais des coups de boule. À cause de lui. À cause de Baba. Et depuis le jour où je l'ai démêlé du grillage, il ne m'a plus jamais donné le moindre coup de tête. Il vient me faire des câlins, puis on a vécu plein de trucs avec Baba, avec des très vieux moutons qui nous ont quittés, et qu'avec Baba, on a vraiment accompagné, etc. Enfin, on a vécu des trucs de folie. Et donc c'est surtout ça que j'explique aux gens. Je témoigne et je leur présente les individus, que ce soit Baba ou les poules ou des lapins ou les vaches. Quand ils voient Asie jouer au ballon, Asie c'est le veau de 3 ans et demi, c'est pas des fausses images trafiquées. Oui, voilà, c'est que vraiment Asie joue au ballon, il adore ça. Tu expliques les caractères de chacun, que ce sont des vrais individus avec des relations, des caractères propres à eux. C'est ça. Donc il y en a plus bagarreurs que d'autres. Oui. Chacun avec sa personnalité. Et tu essaies de faire que les personnes qui viennent visiter ressentent. C'est ça. Qu'en fait, ce sont des vrais individus avec c'est pas des moutons. C'est Baba, plus Fandor, plus Arsène, plus Grognon, plus Is No Good, plus... C'est pas des moutons. C'est chacun avec et ils sont pas bêtes. Et les poules, elles sont pas bêtes et ça pue pas. Si un poulailler pue, c'est que les gens qui s'en occupent sont sales. C'est pas la faute des poules. Elles sont pas bêtes. Elles ne s'attaquent pas les unes les autres. S'il y en a une qui est malade, si elles s'attaquent les unes les autres, c'est qu'elles ont un problème d'espace ou d'accès à la nourriture. Mais tout ça, tu déconstruis, tu participes à notre petite place à déconstruire tout ce que nos sociétés ont alimenté faussement sur les animaux, qui nous permettent de pouvoir les abuser avec toute la violence dont nous sommes capables. Et tout ça est faux. Donc il faut déconstruire ces choses-là. Et c'est à cet endroit-là que moi je me sens capable de faire changer des choses. D'apporter ma contribution, d'expliquer qui sont les êtres qui vivent ici avec moi. Et avec Camille, avec les volontaires qui viennent ici.
Et parce que cette personnification, on n'a pas de problème pour le faire avec le chat et le chien. Exactement, oui, c'est ça. C'est très, très commun de le faire voilà, avec des chiens ou des chats qui vivent chez nous, avec nous. Allez, ça suffit. Qui vivent chez nous dans notre maison, mais après, pour tous les autres animaux, c'est on a une distance très, très prononcée. Et vraiment. Et du coup, comment est-ce que les gens réagissent à la fin de la visite ? Comment est-ce que tu les sens Alors souvent, les gens ont beaucoup de questions, reviennent, en parlent. Tu vois, à l'atelier cuisine de Aude hier, il y avait un jeune couple et ils sont venus en visite guidée. Ils étaient venus en visite guidée. Et c'est là que j'ai dit que de temps en temps, on faisait des ateliers de cuisine avec Aude. Et qui est une chance que cette femme habite à une demi-heure d'ici. C'est trop génial quand on a l'une des meilleures chefs véganes qui habite à une demi-heure du refuge et qui a accepté de venir de faire des ateliers pour l'autre ferme. Donc ça trouble les gens, comme ça trouble les enfants, de réaliser ce que c'est. De réaliser qu'un petit lapin, ça n'est pas fait pour vivre dans une cage. C'est peut-être très mignon, je le comprends complètement. C'est hyper mignon, tu as envie de faire des bisous et des câlins toute la journée. Je suis complètement d'accord. Et peut-être que lui, il n'a pas envie aussi. Ça n'est pas possible, parce que ton lapin, il ne peut pas être heureux dans une cage, même si tu en prends soin, même si c'est bien nettoyé, même s'il y a des jouets. Et je donne aux enfants je leur fais faire le parallèle en disant, imagine si toi, tu étais enfermé tout le temps dans ta chambre, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas jouer avec tes copains, tu n'as pas de copains. Tu es tout seul. Pas de copains, tu es tout seul dans ta chambre. Mais c'est très propre, tes parents, ils te donnent des super jolis jouets, tout ça, ils t'apportent des bonnes choses à manger. Mais de temps en temps, ils rentrent dans ta chambre, ils te donnent à manger, puis ils te prennent dans les bras, ils te font un câlin, tout ça. Puis après, ils te reposent, puis ils s'en vont. Est-ce que tu serais heureuse ou heureux ? Ah ben non. Et ben pour ton lapin, c'est pareil. C'est pas possible. Donc si tu ne peux pas offrir à ton lapin d'avoir des compagnons, d'avoir un grand espace, de pouvoir creuser des galeries, de pouvoir faire sa vie de lapin, tu ne peux pas avoir un lapin. C'est comme ça. Et ça, parce que la plupart des enfants, ils sont vraiment chouettes. Ils le comprennent. C'est juste qu'on ne leur explique pas. Et et ça marche pareil avec les adultes, en fait. Quand ils viennent, qu'on donne ces explications-là, ça leur fait réaliser aussi que Donc voilà, c'est ça. On permet d'individualiser la relation et ça apporte L214 plus ça, plus des écrits, plus Florence Burja. Florence Burja est une femme extraordinaire. Un des premiers trucs que j'ai lus, c'est L'animal dans les pratiques de consommation de Florence Burja. Et c'est un ouvrage qui m'a énormément marqué aussi et qui a beaucoup fait pour solidifier d'être végétarienne et d'être militante. Puisque à l'époque, c'était végétarienne quand ce bouquin est sorti il y a longtemps. Voilà. Mais ok. Et du coup, comment sont réparties les personnes qui viennent visiter le refuge ? Est-ce que du coup, tu as beaucoup de personnes végétariennes, véganes, ou comme tu disais, des personnes déjà un peu sensibilisées ? Je dirais que c'est 80% de végétariens. Voilà, 70% de végétariens, 20% de véganes, 10% de non-végétariens. Ok. Et parmi les 10% du coup de non-végétariens, est-ce que c'est des personnes qui du coup sont déjà, tu vois, sensibilisées, cause animale, etc. La plupart. Ouais, ok. C'est pas des gens qui atterrissent là. C'est arrivé quelques fois. Il y a eu des gens qui sont venus pour un mariage. Il y a eu des gens qui sont venus parce qu'ils visitaient quelqu'un qui habite le village et qui pendant le temps du petit déjeuner, en fait, ils n'étaient pas tellement intéressés pour visiter le refuge. Je le leur propose évidemment, mais voilà, ils faisaient des visites un peu plus courtes s'ils avaient des choses à faire, etc. Et ils posent des questions pendant le moment du petit déjeuner ou se disent « Ah, mais c'est de la margarine, mais c'est bon, j'aurais pas pensé. » Ou qui trouvent finalement « Non, le petit déjeuner, c'était bien, je leur fais goûter du miel de pissenlit. »
Ah. Je dis, mais c'est moi qui fais l'abeille. et, et, et ils disent, c'est super bon et tout ça. Voilà, des petites choses, je leur fais un petit gâteau yaourt. Ils disent, ah, c'est bon. Parce que t'as une partie du monde qui pense que vegan, tu manges des graines et tu suces des cailloux. Et puis l'autre, que tu manges que de la fausse viande. Donc des produits ultra transformés, etc. Parce que la rillette n'étant pas un produit ultra transformé, on est d'accord. C'est pas bourré de nitrites, tout ça, c'est sain, c'est naturel. Tu le retrouves dans ton jardin. Ça pousse dans ton jardin sur un cochon. Et donc ils pensent que c'est ou ça ou ça. Oui, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit des graines et des cailloux, soit très très cher, ultra transformé, et l'Amazonie, c'est entièrement de notre faute. Ah oui, c'est nous les plus gros consommateurs de soja. Ici, la cuisine que je sers, par exemple, c'est vraiment je fais une cuisine que j'espère être la plus savoureuse possible, mais je fais des lasagnes, je fais des risottos, je fais une espèce de potée d'hiver avec du chou frisé, des poireaux, des carottes, du navet, des choses familiales réconfortantes. Et pour montrer aux gens que tu peux manger sainement, que c'est équilibré, que tu n'as pas faim une heure après, que ça ne te demande pas de cuisiner pendant des heures et des heures, que tu n'es pas obligé d'acheter des produits que tu ne trouves pas et dont tu ne connaissais pas le nom avant de l'entendre. C'est simple, on peut le faire avec ce qu'on trouve là, ici, en Charente, qui n'est quand même pas le département le plus open, question et pour dire qu'on ne trouve pas forcément grand-chose en Charente. Donc voilà, c'est ça. Alors, heureusement, il y a deux endroits où je peux manger. C'est Garden Angoulême, qui est sublime, qui est le réconfort absolu. Et un autre, Johnny à Montbron, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, qui marche bien, végétarien, vegan. Donc c'est ouf, quoi. Et dans les restaurants anglophones aussi, ils accueillent les végans sans faire un bad trip. Mais sinon, ça reste un peu difficile quand même. Mais donc je montre que voilà, il ne faut pas se prendre la tête. No drama. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que du coup le véganisme c'est trop difficile ou c'est genre, tu vois, trop extrême alors, trop extrême, je dirais, élever des animaux pour les tuer, pour les manger, je trouve ça, dans le genre extrême, je trouve ça... Pas mal quand même. Je trouve ça pas mal. Et trop difficile. Là, tu prouves, donc tu es en Charente, au milieu de la campagne, vraiment où il n'y a rien autour. 2 restaurants, donc à 40 minutes à peu près de chez toi. Pas de boutique, enfin voilà, pas grand chose. Et que tu t'en sors quand même. Tu n'es pas carencé, tu te fais bien à manger. Ça va. Pour au grand désarroi du médecin, je ne suis pas carencée. Voilà. Depuis toutes ces années. Donc voilà, donc, tu es quand même dans un environnement qui fait que c'est quand même assez complexe. Mais tu t'en sors, donc voilà. Qu'est-ce que... Mais en fait, les gens qui sont non véganes ou même pas végétariens sont souvent assez étonnés. Ah ouais, c'est bon. Oui. Ah oui, mais réalise qu'on peut le faire et que quand on en discute, je leur donne plein d'idées de recettes, l'adresse du site de l'AVF pour toutes les recettes et les conseils de nutrition, etc. Parce que les gens s'inquiètent beaucoup. Je leur explique aussi, comme moi, franchement, en nutrition, je suis hyper nulle. Ça m'intéresse pas, en fait. Je retiens pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je retiens pas les trucs parce que c'est pas dans mes centres d'intérêt et tout. Mais je sais qu'il faut que j'ai une alimentation hyper variée si je veux manquer de rien. Donc, je fais juste gaffe à ce que ce soit hyper varié. Et là, je me suis acheté le bouquin de Mélanie en véganie, justement sur les protéines, pour avoir des recettes directement et peut-être veiller à un peu plus protéiner ce que je mange. Mais enfin, je dédramatise ce que c'est. Non, on peut manger super bien, c'est bon, c'est goûteux, on n'est pas obligé de cuisiner pendant des heures, on n'est pas obligé d'acheter des produits qu'on ne sait pas ce que c'est. On peut, si on a envie, je trouve ça génial, tous ces substituts qui arrivent, parce que moi, je ne suis pas super cliente de ça,
Mais c'est génial que ça arrive pour les gens qui en ont besoin, parce que de plus en plus de gens qui aiment, on a tous été élevés avec les produits d'origine animale, pour la quasi-totalité d'entre nous. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens auxquels ça manque, des gens qui aiment le goût, mais qui ne veulent pas être responsables de ce massacre, de cette violence, etc. Donc, qui ont envie de trouver d'autres choses qui vont leur rappeler les saveurs qu'ils aiment, mais sans être responsable de toute cette violence. Et merci à toutes ces marques qui développent ces produits-là. Je pense que du coup, tu vois, avec toutes les idées reçues, les préjugés et tout, on se fait une montagne en fait de cette chose de qu'est-ce que c'est manger, tu vois, vegan. Alors que en fait, quand les personnes viennent chez toi, tu leur montres qu'en fait c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête, alors en fait, ça peut être comme ça peut être simple, ça peut être bon, sans avoir des trucs qu'on ne connaît pas. Mais tu peux aussi faire un truc très élaboré, comme ce qu'on a fait avec Aude hier, mais de la même façon que pour un anniversaire, une célébration, Noël, Nouvel An, tu vas pas cuisiner comme tous les soirs. Tu prends une semaine à l'avance, tu fais tes courses. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que j'explique aux gens. Moi, je suis très gourmande, c'est une chance. J'adore manger, j'adore les saveurs. Donc je l'explique à mes hôtes que je veux pas que la bouffe elle soit triste. Bien sûr. C'est une fête de manger. Ah oui, faut que ça reste un plaisir, pas que ce soit triste. Et c'est complètement possible, et sans que ce soit hyper compliqué. Donc, c'est rendre accessible. L'autre ferme, c'est promouvoir joyeusement le véganisme. Sans jugement, c'est relax. C'est pas... Mais il ne faut pas non plus... quand des gens disent est-ce que c'est difficile, le premier mois, ce n'était pas de la tarte. Faut checker tous les produits, tout ça. Maintenant, je le fais sans même y penser régulièrement. Je regarde. Parce que des fois, ils ajoutent des choses. Ils changent des choses. Donc, de temps en temps, dès que je vois une nouvelle recette ou quoi, Mais... Oui, c'est un réflexe. Après, tu prends l'habitude, etc. Mais voilà, et puis le premier mois, tu te prends la tête de « Ah oui, mais là, ça, comment je fais, etc. » Et puis maintenant, j'y pense plus. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je fais avec les œufs des poules. Oui, ça c'est une bonne question. Vu que je les donne. Vu que du coup c'est tes poules, elles sont elles sont en sécurité. Voilà, franchement, exactement. Leurs œufs, elles en font rien. Qu'est-ce qui t'empêche du coup de les manger? Donc ça me choquerait pas. Hein. Franchement, je m'en fiche. Je les donne. J'ai des voisins très gentils qui franchement m'aident et tout ça. Je leur donne les œufs quand ils sont consommables parce qu'elles sont très fragiles. Donc assez souvent, tu es obligé de leur donner des médicaments qui rendent les œufs impropres à la consommation. Donc dans ces cas-là, on les jette. Mais sinon, je les donne si les jeunes en service civique ou pour leur famille ou quoi. Quand ils sont ici, ils mangent vegan. Mais le soir, chez eux, leur maman, leur papa... Bon. Et comme ça, au moins, ils n'en achètent pas. Oui. Mais je trouve ça pas choquant. Enfin, je veux dire, elles sont en sécurité. Le problème, c'est que c'est impossible de fournir toute la population avec des œufs et des poules qui vivent dans ces conditions-là. Oui. Donc, je n'en cuisine pas. Et l'idée de la table d'hôte, c'est de montrer aux gens, on peut faire plein de choses, on n'a pas besoin des œufs. Dans telle recette, tu mets de la pomme, dans telle recette, tu vas mettre ceci, cela, etc. Ou dans telle recette, tu mets rien du tout. Franchement, on n'en a rien à carrer. Je veux dire, les crêpes. C'est ça. Tu vois, pourquoi mettre des œufs, en fait? Il y a plein de choses où les œufs il y a sont pas plein de choses où il n'y a franchement pas besoin. Et donc, si je me mets en cuisine en disant, là, c'est possible parce que c'est les œufs des poules qui vivent ici. Et que donc tu ne montres pas l'exemple de... parce que les gens, quand ils sont rentrés chez eux, ils habitent en ville, il n'y a pas de poulailler, il n'y a pas de machin. Un truc qui me met super en pétard, c'est cette histoire-là de poules écolo, il faut avoir des poules parce qu'elles réduisent tes déchets, elles te fournissent des œufs. Ah oui. Donc en gros, c'est des poubelles qui te filent des œufs, quoi. Et on te montre ça avec un exemple d'un petit poulailler mobile, ça fait même pas 1 mètre carré.
C'est quoi ce délire? C'est scandaleux, c'est lamentable, c'est minable, c'est inacceptable. C'est tout aussi inacceptable ça que d'aller acheter tes œufs au supermarché parce que ta poule, c'est une esclave. Je trouve ça dégueulasse de faire ça. Tu mets pas une poule dans 50 cm². Oui, tous les jours, je bouge un peu le truc, il y a des roulettes, et puis tu pousses c'est pas une poubelle pour réduire tes déchets. Et 50 cm², c'est pas possible. Mais, donc voilà, les œufs, je les cuisine pas, parce que sinon, je peux pas donner des exemples aux gens de qu'est-ce que tu peux faire sans les œufs, c'est pas cohérent. Non mais c'est vrai que ça c'est un truc de ok les œufs c'est tu vois mes poules elles sont chez moi en liberté etc mais voilà ça c'est ouais mais ça fait débat chez pas mal enfin chez pas mal de véganes quand ils vivent à la campagne qui peuvent avoir des poules et tu dis est-ce que c'est un problème ou pas une fois vu que de toute façon avec c'est dégoûtant ça sort du cul de la poule franchement je m'en fous. Enfin, tu vois, d'abord, mes poules ne sont pas dégoûtantes. Ouais. Ce sont mes amies. Et je dirais, elles font pipi, caca et des œufs, comme toutes les femmes. Et voilà. Et qu'est-ce qui te donne la force de continuer donc, le refuge, tu vois, chaque jour et tout, malgré tous les défis? Qu'est-ce qui te drive, te motive? J'ai pas besoin d'avoir plusieurs... Enfin, je veux dire, c'est la vie que j'ai au quotidien avec eux. Le matin, je me réveille, je suis content. Je me réveille de bonne heure pour avoir le temps de prendre un long petit déjeuner. Et parce que j'ai besoin de temps. Moi, je suis un vieux diesel, tu vois, j'ai besoin de temps. Et après, quand je vais ouvrir, enfin, j'adore les voir le matin, passer la journée avec eux, de prendre soin d'eux, de les observer, je sais pas, ça me rend heureuse. C'est une très bonne réponse, hein. C'est parce que du coup c'est génial. Tu te nourris de les voir en bonne santé, heureux et tout, donc c'est ouais. Et puis régulièrement, tu as des super chouettes rencontres, tu as des gens qui viennent te voir, que ce soit toi ou des autres qui n'ont pas de blog, de chaîne YouTube, de podcast, mais des gens qui viennent là parce qu'ils ont envie de découvrir cet endroit et qui sont curieux, qui ont des questions, et je rencontre plein de gens super. Et voilà, et de temps en temps, des artistes qui viennent se poser là pendant un mois et qui vont créer des choses. Tu permets t'as un beau lieu qui permet du coup plein de rencontres, plein d'ouverture d'esprit, de sensibilisation et tout. Donc, et ça te nourrit au quotidien. C'est ça. Et les gens qui font confiance, des gens qui vont... Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup ému, il y a quelqu'un qui a donné, je crois, 2 € pour le crowdfunding du tracteur. Ouais. Et ça m'a ému. Parce que la personne qui a donné 2 € c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous. Bien sûr, oui. Mais qui a donné 2 € pour le tracteur. Et je trouve ça super émouvant. Voilà. Merci. Merci aux gens qui donnent beaucoup de sous parce qu'ils ont beaucoup. Et merci aux gens pour qui 2 € c'est important. Ça fait une différence dans leur budget, ça je suis sûre. Et j'ai découvert un sentiment que j'avais peu éprouvé finalement. Enfin, j'ai découvert à l'autre ferme ce que signifiait la gratitude. Et j'éprouve de la gratitude envers les gens qui viennent aider, envers les gens qui adhèrent ou qui parrainent. J'éprouve une immense gratitude envers les animaux qui m'accordent leur confiance alors qu'ils ont subi des violences extrêmes avant d'arriver ici. Et c'est ici que j'ai découvert qu'est-ce que c'est que la gratitude. Et ça, c'est génial. Oui, ça te met bien au quotidien d'être tu vois, reconnaissant de certaines choses, etc. Et donc, tu es plus apaisé. Ouais, vraiment. Tu es tranquille, même quand tu as mal partout, que tu t'es fait shooter, tu t'es fait démolir le genou par un mouton. Il y a une semaine, tu t'es fait rentrer dedans par un mouton et tu souffres un peu encore aujourd'hui. Je douille pas mal, mais il n'a pas fait exprès. On était en train de les vacciner. Il a vu une ouverture, mais il n'a pas calculé qu'il y avait mon genou. Un rotule juste à côté. C'est ça. Et donc, il y est allé de bon cœur. Ouais. Et du coup, tu en as un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'on peut aider concrètement l'autre ferme? Donc,
en faisant des dons, en adhérant du coup à l'asso. En adhérant à l'association ou en parrainant des animaux, en parlant autour de soi, en diffusant l'information que voilà, ce petit lieu modeste mais le plus vertueux possible existe, en devenant végane. Effectivement. Indirectement, ça nous aide énormément. Oui, bien sûr. C'est Brigitte Gauthier qui dit « Moi, je serais heureuse le jour où il n'y aura plus besoin de L214 ». C'est j'adore ça, en fait. ça. Mais c'est ça, le jour où il y a, où il y a plus besoin de ton travail, qui est plus utile, c'est que en fait, tu as réussi ta mission. C'est ça, Tout à fait. Et on peut aussi, du coup, faire des cadeaux. On peut offrir absolument, merci Maxime. Offrir des séjours. On peut offrir des séjours à l'autre ferme avec la table d'hôte ou sans la table d'hôte, c'est pas une obligation, mais on peut offrir. On a vraiment les chambres, elles sont spacieuses. Qu'est-ce que quelqu'un m'a dit? Minimalisme cosy. D'accord. Et c'est confortable et sans chichi. Oui, c'est vrai que c'est des définitions que j'aime bien. Au strict minimum, parce que c'est des meubles chinés, la literie est neuve, française, c'est douillé. Tu as entendu la dame ce matin, elle a dit on n'a pas envie de sortir du lit. Je te dis exactement pareil aussi ce matin, qu'on dort très bien et que du coup c'est très agréable. Voilà, tout est bien. Et donc, on peut offrir des séjours à l'autre ferme. Donc, tu accueilles des services civiques aussi et on accueille plusieurs fois dans l'année. Enfin, ça dépend aussi du temps, etc. Donc... Là, les prochains recrutements, si on obtient le renouvellement de notre agrément qui s'achève là, les prochains recrutements, ce sera début de l'été, je pense, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait un tuilage avec ceux qui sont là actuellement. Donc là aussi, ça t'aide quand même grandement d'avoir des personnes dans ces services civiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de logement sur place parce que il y a les chambres d'hôtes et tout ça, ça peut pas être quelque chose qu'on occupe pendant 6 mois. Ça c'est parce que c'est aussi l'espace dans lequel je vis. Et moi, je suis quand même une très très vieille dame avec des habitudes de très vieille dame. Tu abuses un peu sur le très très vieille, mais bon. Mais moi, je suis la vieille dame de Babar. Et oui, tu as besoin de. Enfin, c'est ton espace. C'est aussi mon espace. Sûr, pour mon équilibre à moi, j'aime avoir des moments de solitude, c'est important pour moi. Tout à fait. Donc voilà. Donc quand on postule pour le service civique, il faut avoir conscience que il faut se trouver. Alors j'aide évidemment, mais il faut penser qu'il va falloir se louer un logement à côté, etc. Peut-être un jour l'autre ferme aura des sous pour réhabiliter la boulangerie qui est devant, parce que l'idée, mais il faut vraiment la réhabiliter. Ce qui peut nous aider, c'est de parler de nous à des entreprises, des fondations, des choses comme ça. En fait, l'autre ferme maintenant, on est à un stade de notre développement, on existe vraiment. On montre l'autre ferme a fait la preuve qu'elle est solide, qu'elle est très bien gérée. Bénévolement, évidemment, personne ne tire de profit de ça, mais que c'est solide. Donc, on a besoin maintenant qu'on nous aide à grandir, à trouver des soutiens auprès de fondations, de grandes entreprises, est-ce que, par exemple, ces entreprises qui créent des produits véganes, elles n'ont pas de soutien elles-mêmes, etc., puisqu'on a un gouvernement qui est contre on veut nous mater. Nous, les écolo-terroristes, que j'aborde fièrement. Personne n'est aidé. Tu vois, si des entreprises peuvent nous filer des coups de main, parrainer l'assaut, on a besoin de trouver tous ces soutiens-là qui vont nous permettre de continuer d'agrandir nos prairies, de faire plus d'abris, de réhabiliter peut-être un jour cette boulangerie pour pouvoir en faire justement un studio pour des services civiques, par exemple, ou une infirmerie. On verra bien comment on arrive à la réhabiliter. Mais il faut que l'autre ferme continue de grandir sereinement, tranquillement, raisonnablement, à taille humaine. Ça ne deviendra jamais la World Company ici, c'est pas le but. Ce que j'aimerais, c'est que quand on aura atteint un rythme de croisière avec des soutiens qui seront suffisamment fidèles et installés, qui roulent, c'est d'accueillir des gens qui veulent créer leur propre refuge.
Refuge ou sanctuaire, hein, Oui. entendons-nous, c'est la même chose. La même chose. Il faut arrêter avec ce délire. C'est Nana. pas sanctuaire ou refuge, c'est un choix sémantique. Oui, c'est juste Moi, je prends juste refuge parce que sanctuaire, pour moi, ça me rappelle les trucs plutôt liés à la religion et tout ça, et c'est pas ma culture. Mais les animaux qui entrent à l'autre ferme restent là toute leur vie. Voilà, il faut qu'on grandisse comme ça et qu'il y a plein de gens qui veulent créer des refuges ou des sanctuaires, peu importe. Mais je m'inquiète énormément de voir des personnes qui ont un cœur immense mais qui n'ont pas eu l'occasion de se préparer. Et que je trouve ça dangereux et pour les personnes et pour les animaux qu'elles vont recevoir. Et je m'inquiète aussi de la capacité de ces gens, éventuellement de certaines, à créer une espèce de petit marché, tout petit, mais de marché quand même, d'éleveurs qui ont compris que peut-être il y a du fric à se faire et de racheter des animaux. Et je vois de plus en plus de cagnottes pour des montants délirants qui se montent pour racheter des animaux 3, 4, 5, 6, 10 fois le prix de la valeur marchande. Entendons-nous bien que la vie n'a pas de prix, leur vie n'a pas de prix. L'animal qui est sauvé, sa vie n'a pas de prix. Sauf que en le rachetant extrêmement cher, on finance un système qu'on combat. Moi, je m'interdis de racheter des animaux parce que il y a plein d'animaux qu'on récupère. Enfin, tu vois, la préfecture me sollicite régulièrement. Il y a des retraits, il y a toutes les saisies que font la Fondation Bardot, l'œuvre d'assistance au maître d'abattoir, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'aller créer un marché des animaux qui permet après aux gens de faire qui gagnent pas bien leur vie et tout ça, je le conçois très bien. C'est un choix qu'ils ont fait. Personne ne les oblige à faire ce métier-là. Donc, voilà, d'aller les racheter, de se substituer à ça, je trouve ça... Moi, je trouve ça très malsain. Je peux comprendre émotionnellement, etc. Mais je pense que c'est dangereux. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler, qu'on n'a pas abordé? Vegan. Mais go vegan, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a tout ce qu'il faut pour manger vegan maintenant. Il y a, enfin, franchement, je veux dire, même ici, j'y arrive. Donc, même au fin fond de la Charente, c'est absolument possible. Voilà. Partout, même en voyage, même tout ça. Poser un autre regard sur les animaux. Arrêtez de penser que vegan, c'est extrémiste. Je sais pas, il n'y a pas plus d'extrémistes chez les véganes que dans n'importe quel segment de la société ou quoi que ce soit. Sortez un peu éteignez la télé, sortez de chez vous. Et venez à l'autre ferme. Venez à l'autre ferme, allez aider les refuges qui en ont grandement besoin. Informez-vous, soutenez, allez goûter quand vous avez la chance d'avoir un resto vegan à côté de chez vous. Si vous n'êtes pas encore vegan, allez goûter différentes choses. Testez, c'est chouette de faire la cuisine de temps en temps. Faites ces petits efforts-là parce que après tout ce que vous allez découvrir comme variété de saveurs, etc. Mais c'est génial, pour moi, ça a été une fête de devenir végane. Parce que j'ai découvert travailler les épices, les aromates, les différences de texture et tout. En fait, c'est depuis que je suis devenue végane que j'ai commencé à aimer cuisiner, que ça m'éclate. Exactement pareil pour moi. Avant, ça ne m'intéressait pas forcément, mais quand tu deviens végé et vegan, tu es obligé un petit peu si tu veux, de mettre la main à la pâte. Et après, c'est une passion, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et si vous êtes végé, vegan, j'entends la détresse de certaines personnes qui se sont coupées de leurs amis, de leur famille, etc. Mais allez les voir dites-leur qu'il vous manque et apportez-le le meilleur plat que vous sachiez faire en vegan pour le partager avec eux.
ne laissez pas tomber. Mm. Ne laissez pas tomber. Ok. Écoute, merci beaucoup Anne-Lorraine pour cette interview. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant… Ouais, mais merci à toi puis d'avoir vécu comme ça Oui, ce blackout et tout ça ensemble, c'était vraiment cool. Ouais. Voilà, t'étais pas toute seule pendant cette petite période. Merci pour ton accueil aussi et franchement, n'hésitez pas à venir dormir ici au refuge et manger avec toi. C'est franchement très sympa. Et puis ouais, il y a plein de belles choses, je pense, qui vont arriver avec de nouveaux accueils d'animaux, etc. Donc franchement, ouais. Tu as hâte aussi de ton côté. J'ai hâte. Ah, oui. Ouais. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.